le garde. On en a un. Alors, on va commencer la première table ronde. Si vous voulez bien venir sur scène, prendre place. Non, je vais me mettre sur le beau. Donc, merci beaucoup, Adeline. Bonjour à tous. Merci. Bienvenue à cette première table ronde qui va tourner autour de cette question un peu provocante, peut-être en tout cas dans sa formulation. À quoi sert l'exposition ? Donc, l'idée n'est pas d'avoir une vision seulement utilitaire de l'exposition, mais bien à nous tous, en tout cas, en tant que fédération des professionnels de l'exposition, ça nous semblait intéressant de se poser la question du sens de toute cette énergie et de tous ces moyens que nous mettons au service de l'exposition. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs ? Oui, c'est bon. Et donc, c'était ça qu'on voulait explorer un peu aujourd'hui. Donc, a priori, en parlant aussi thème, j'imagine que chacun a déjà ici une petite idée de ce à quoi peut servir une exposition. Probablement qu'on va tourner, si on vous interrogeait autour des notions peut-être de plaisir, d'apprentissage, d'émotion. De choses comme ça qui relèvent de l'expérience individuelle ou collective quand elle est partagée avec des proches. Donc ces aspects sont évidemment essentiels et certainement qu'on y reviendra. Ce qui nous semblait intéressant dans cette table ronde, c'était d'explorer d'autres dimensions qui sont peut-être plus collectives. Donc, merci beaucoup aux intervenants d'avoir répondu à l'appel. Elisabeth Caillé, qui est experte en médiation culturelle, consultante en muséologie et membre du conseil scientifique de la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme. Nous avons Sébastien Gocalpe, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration. Amélie Lebleu, designer et une des 3 directrices artistiques du projet d'exposition Extraverti. Et puis René Faure, président de la Fédération nationale des sociétés d'amis de musées. Donc je vais laisser la parole à chacun de vous pour une courte présentation autour de cette problématique, à quoi sert l'exposition. Puis nous aurons un temps d'échange. Donc je vous redis ce que Adeline vous a déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on vous engage à envoyer vos questions si vous en avez sur ce mail, bureauxpo@gmail.com, et comme ça on pourra les relayer autour de la table ronde. Donc Elisabeth, c'est vous qui ouvrez le bal. Vous allez répondre à la question à partir de l'exposition Imaginaire et représentation de l'Orient, question de regard, que vous avez présentée en 2018 au Musée de la Croix. Merci de votre invitation. Je suis ravie de participer à cette réflexion et je trouve ça une initiative formidable. Bravo à tous. Alors, vous m'avez demandé d'essayer de dire pourquoi nous, Fondation d'éducation contre le racisme et pour l'égalité, nous avons recours à des expositions. Alors, il est bien évident qu'on n'a pas recours qu'à des expositions, ce n'est qu'une petite partie de nos activités, mais c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail et que c'est absolument passionnant. Et effectivement, celle dont vous m'avez demandé de parler, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, c'est celle qu'on a faite avec le Musée de la Croix sur images et représentations de l'Orient. J'en dirai un tout petit mot. Et simplement, je vous rappelle que nous avons participé à d'autres expositions. La première à laquelle nous avions participé, c'est celle qui a été faite au musée du Quai Branly et qui s'appelait L'invention du sauvage, zoo humain, qui a ensuite itinéré, qui continue d'itinérer d'ailleurs. Une autre exposition que nous avons faite avec le musée d'Orsay, le modèle noir, l'exposition de la Croix avec le musée du Quai Branly. Nous avons fait également des expositions itinérantes de type scientifique avec une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle les Petits Débrouillards. Et nous sommes en train d'imaginer d'autres expositions avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que la formule exposition nous paraît être complémentaire par rapport aux autres activités que nous avons et qui sont ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez des précisions, je pourrais vous en dire. Alors pourquoi est-ce que nous utilisons les expositions ? Parce que nous pensons que les expositions font partie de ce qu'on peut appeler l'éducation informelle. Moi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie, donc
c'est vrai que j'y ai un peu contribué. Donc c'est pour nous un outil d'éducation, pas seulement de plaisir, mais vraiment d'éducation. Et nous pensons que c'est très très important de pouvoir, grâce à ces formes que sont les expositions, toucher des publics qu'on ne peut pas toucher autrement à travers des dispositifs pédagogiques plus clos et réservés souvent au monde scolaire ou universitaire. Donc pour nous, ce sont de véritables outils d'éducation. Et voilà ce que je voulais dire en premier point. Deuxième raison pour laquelle nous utilisons les expositions, hein, c'est parce que ce sont des outils qui, heureusement, ne donnent pas la vérité, mais permettent de poser des questions. Ça, c'est un peu notre stratégie générale dans tout ce que nous faisons. Nous, ce que nous souhaitons, c'est interpeller les publics, interpeller les gens, poser des questions, pas forcément y répondre et montrer qu'il peut y avoir une pluralité de réponses, une pluralité d'interprétations. Donc pour nous, c'est essentiel de jouer sur la polysémie des regards, des œuvres elles-mêmes et donc aussi des regards qui sont portés sur l'exposition. On dit, c'est banal, hein, que le regardeur fait l'œuvre. Ben oui, il fait l'œuvre. Donc plus on aura différents regards, plus on aura différentes possibilités d'interprétation. Donc ça nous paraît extrêmement intéressant. Tout cela pour montrer qu'il n'y a pas une bonne interprétation, mais que chacun est libre d'interpréter comme il le veut, sachant qu'il est utile pour lui d'avoir des informations qui lui permettent de ne pas trop se tromper dans l'interprétation qu'il peut le donner. Donc ce qui est intéressant dans les expositions que nous avons montées, c'est pour ça que l'exposition que nous avons faite à Delacroix était particulièrement claire sur ce point, nous avions fait un dispositif avec les scénographes qui permettait de présenter une double lecture, une lecture histoire de l'art et une lecture par Lilian Thuram, Françoise Vergès, qui sont les deux personnes de notre fondation qui ont participé à cette exposition. Donc il y avait deux cartels à chaque fois qui donnaient donc au public la liberté d'interpréter à sa façon ce qu'il voyait. Donc ça nous paraît extrêmement important. Le troisième point sur lequel je voudrais dire juste un mot, c'est que ce qui nous paraît très intéressant, c'est aussi de travailler avec des œuvres dont l'enchaînement peut varier selon les expositions. Il y a un renouvellement du permanent, en quelque sorte, grâce au temporaire, mais aussi il y a une façon de faire des accrochages différenciés qui permettent de renouveler l'intérêt des expositions permanentes en les rendant temporaires et en leur permettant de dire autre chose que ce qu'elles peuvent dire à travers leurs dispositions ordinaires. Donc cet apprentissage aussi de la diversification des enchaînements et des lectures possibles est quelque chose qui nous paraît très intéressant. Et ça montre comment on peut changer le sens d'une chose selon qu'on met autre chose avant ou après. Tout le monde connaît les propos, les analyses du montage au cinéma. On monte aussi des expositions. D'ailleurs, vous le dites, on monte une exposition. Oui, le montage est quelque chose de très important. Et donc, ce montage, en fait, il peut être fait par des publics qui n'ont pas l'habitude de voir des expositions. Et en apprenant ce montage, ils apprennent aussi que les enchaînements entre le réel, les éléments du réel, peuvent être différents. Puis, dernier point, et puis je me tiendrai là. Ce qui nous avait aussi intéressé particulièrement dans l'exposition faite au musée de la Croix, c'était que ça n'était pas une exposition nouvelle énorme, c'était ce qu'on appelle un accrochage. Et que donc on peut faire en fait, grâce à l'accrochage et grâce à la médiation culturelle, dont vous savez que je suis un peu l'initiatrice, grâce à cela, on peut véritablement transformer le regard qui peut être porté sur des expositions. Donc ce sont des expositions qui sont extrêmement peu chères, en réalité ça coûte quasiment rien, et qui reposent justement sur le discours, l'interprétation, la lecture, que des facilitateurs. Alors vous me direz qu'avec Lilian Thuram, c'est assez facile. Vous mettez Lilian quelque part et les gens viennent, et, ils écoutent et ils trouvent que ce qu'il dit est formidable. Je suis désolée, je ne suis pas lui aujourd'hui, mais vous écouteriez ce que je vous dis avec d'autant plus d'attention si c'était lui qui vous le disait. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth et merci pour cette concision. On a demandé à tout le monde de faire efficace, c'était parfait. Sébastien, alors j'imagine que tout ce qui vient d'être dit t'intéresse particulièrement et quand on a préparé un peu cette table ronde, tu parlais d'un colloque qui s'appelait « Exposer le racisme et' qui j'imagine doit faire écho aussi à ce qui vient d'être dit.
Oui, alors on a effectivement très peu de temps, donc je vais en fait prendre l'histoire de ce musée national de l'histoire de l'immigration, qui en fait pose pas mal de questions qui sont en rapport avec cette table ronde. Donc à la fin, au milieu des années 80, l'État français se demande comment représenter le patrimoine de cette part de l'histoire de la République qui est l'histoire de l'immigration. Évidemment, quand vous immigrez, vous arrivez avec une valise et il n'y a pas de musée dédié à cette part de l'histoire qui est quand même... la France est un des plus vieux pays d'immigration et pour rappeler, un quart des Français sont immigrés ou enfants d'immigrés. Donc une part importante de l'histoire de la République. Et cette idée de patrimonialiser, non pas en tant que musée à l'origine, mais en tant que cité. Un peu comme si finalement le musée était un peu trop chic pour cette question un peu sulfureuse. Et puis en 2002 arrive au second tour un parti assez xénophobe, donc le Front National. Et donc il y a une accélération. L'État français prend conscience qu'il faut donner des clés pour comprendre ce qu'est l'immigration. Et c'est peut-être d'ailleurs une des réponses, en tout cas la question, c'est à quoi sert un musée. À l'origine, c'était à faire comprendre, en fait, à me donner à voir et à faire comprendre ce qu'est l'immigration. Et effectivement, si vous allumez votre radio, votre télé, BFM TV ou CNews, tout le monde parle d'immigration, personne ne sait forcément ce que c'est. Donc, avoir un discours scientifique, posé, sur des questions qui sont en général mal posées. Et puis, le musée, la cité est devenue un musée, donc une espèce de gradation dans la notoriété, dans l'importance symbolique de cette question, avec là aussi une phrase qui m'interroge toujours. Le but de ce musée, c'est de changer les regards sur l'immigration. Comme si finalement on n'osait pas changer les mentalités, juste les regards, et comme si par ailleurs on considérait que les regards étaient mauvais. Donc aussi, comment le musée change cette question. Et puis il y a 2 ans à peu près, lors d'une discussion avec Michel Vievorka, qui lui ne vient pas du monde des musées, et il me dit mais à quoi sert un musée? Et donc effectivement la question, on s'est posé la question, mais en fait en quoi un musée va changer le visiteur? Pour le faire court, est-ce que si vous êtes antisémite, est-ce que vous allez au musée national de l'histoire du judaïsme? Probablement pas. Et si vous y allez, ce qui serait déjà assez surprenant, si vous êtes un féru xénophobe, est-ce que vous allez au musée de l'immigration? Probablement pas. Et si vous y allez, qu'est-ce qui va vous faire changer votre regard ou évoluer votre regard? Avec, comme le disait Elisabeth, il n'y a pas une nécessité d'imposer une vérité, mais finalement de nourrir le regard par des éléments scientifiques, des éléments de réflexion, etc. Et donc on a fait ce colloque très large, c'est-à-dire on a invité des musées d'immigration, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des musées liés à l'antisémitisme, à la Shoah, et puis la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Voilà, des musées, des institutions, des mémoriaux qui ont pour point commun de porter des questions liées à à des situations de domination assez fortes. Voilà, je laisse le suspense sur comment faire pour changer le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que ça marche? Voilà, je dirais juste que déjà que ces lieux existent, que les expositions dont vous avez parlé aient lieu, c'est déjà quelque chose de très important. Et notamment, je salue l'exposition Le Modèle Noir, d'abord pour la qualité, et puis aussi parce que finalement, c'était la première exposition dans un lieu qui n'est pas dédié à ça, mais qui est un lieu généraliste, le musée d'Orsay. Vous faites une exposition au musée de l'immigration sur les Roms, bon, bah, écoutez, finalement, c'est assez cohérent. Quand tout d'un coup, dans un des plus grands musées au monde, on pose la question des Noirs, ça change. Et d'ailleurs, le public était au rendez-vous, parce que c'était une exposition qui a le mieux marché. Voilà, je vous remercie. Merci Sébastien. Alors avec Amélie, on va aborder un autre sujet. On a parlé des discriminations. Là, on part sur d'autres problématiques, celles de l'environnement et de l'écologie et peut-être d'autres aussi. Donc Amélie est avec Olivia Berton et Sophie Rouillet-Jacob qui sont dans la salle, les directrices artistiques d'un projet d'exposition qui s'appelle Extraverti. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc, comme le disait Carole, je parle au nom de 3 personnes, donc Olivia et Sophie qui sont avec moi. Nous avons initié un projet qui s'appelle Extraverti, qui est une exposition que nous souhaitions immersive, participative,
Cette exposition vise à mêler art et humour afin de mobiliser les citoyens, les citoyennes sur les questions environnementalo-climatiques. Bon, vous aurez compris, et lié également à l'injustice sociale, ce qui rejoint également les questions qui étaient déroulées précédemment sur les questions de discrimination et de changer le regard. Cette exposition est en cours de création, donc c'est un projet qui pour nous est initié depuis maintenant 1 an. Nous avons un collectif qui a été créé, qui nous permet de développer ce projet. Ce collectif s'appelle l'Extra Lab. Donc nous invitons différents professionnels ou expertes de différents sujets que nous traitons afin de justement croiser les regards, pouvoir rendre aussi complémentaires tous nos savoir-faire et faire en sorte que ce projet soit le plus pertinent possible et trouve un écho juste par rapport aux questions que peut se poser la population et probablement chacun et chacune d'entre vous. Donc là aussi, comme vous le disiez très justement, il ne s'agit absolument pas d'amener des vérités, d'apporter des solutions toutes faites, mais de créer un pas de côté, d'amener également une réflexion, un temps sur lequel on va de manière différente aborder le sujet. Les questions climatiques et environnementales sont souvent traitées dans les médias de manière assez dramatique, de manière assez effrayante. Et quand on voit aujourd'hui qu'à peu près les 3/4 des jeunes sont très effrayés du futur, on se dit qu'il y a probablement un autre discours à faire émerger et à amener justement d'autres réflexions et d'autres manières de le traiter. D'où le fait de, pour nous, aborder ça aussi sous la question de l'humour, qui nous permet encore une fois d'apporter une posture différente et l'exposition nous permet de justement aborder cette question-là en riant et en suscitant des émotions qui vont être peut-être différentes de celles que peuvent susciter les informations scientifiques que l'on peut entendre au fur et à mesure des journées. Donc pour répondre à la question sur pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire une exposition, tout d'abord parce que nous sommes toutes les trois des conceptrices du milieu de l'exposition. Donc Olivia et Sophie sont scénographes, moi je suis designer et graphiste. Et nous évoluons dans le milieu de l'exposition depuis maintenant presque 15 ans. C'était très important pour nous de mobiliser cette expertise-là sur ces sujets, alors que nous sommes par ailleurs militantes dans nos vies personnelles, et de se dire comment est-ce que les expositions peuvent apporter un autre regard. Donc on avait le souhait d'une part d'amener justement la question du commun. Comment est-ce qu'une exposition peut amener une culture, faire du commun, permettre de partager des informations les uns les unes avec les autres. Comment ce commun peut être également présent différemment. Donc il ne s'agit pas forcément d'investir des institutions ou des musées, mais d'être présent dans d'autres espaces. Là, c'est une exposition que nous destinons à l'espace public, si possible extérieur, et de faire en sorte justement que cette installation puisse interpeller au maximum les personnes dans leur quotidien. Donc on souhaite faire signe dans la ville, dans des villes de petite, moyenne ou grande taille, de justement interpeller les personnes aussi dans leur quotidien, de ne pas être uniquement dans une démarche de se dire on va aller au musée cet après-midi, mais de se dire en fait j'allais à la poste, sur le chemin il y avait cette exposition et comment est-ce que je prends 5-10 minutes ou 1 heure pour le parcourir. Cette notion aussi de faire commun, on a voulu la dérouler, comme je le disais tout à l'heure, également au moment de la conception, pour que, en tant que conceptrice d'exposition, avec d'autres professionnels, nous nous posons la question de comment est-ce qu'on fait une exposition différemment. Alors avec beaucoup d'humilité évidemment, il ne s'agit pas forcément de renouveler complètement le genre et certainement pas non plus de critiquer tout ce qui est fait, mais simplement de se dire par rapport aux enjeux de matériaux, de transport, mais également de présentation de sujets, comment est-ce qu'on peut faire autrement. Donc l'itinérance par exemple s'est imposée à nous, ça nous a paru comme une évidence pour faire en sorte que cette exposition puisse toucher le plus de personnes possible, aller au-devant vraiment d'un public large et de personnes notamment qui se déplacent
pas forcément au musée, et si possible de tout âge. Cette question de l'itinérance également nous intéressait parce qu'elle permet de penser des modules différemment et d'être davantage dans une construction peut-être collaborative par rapport à l'exposition en soi. C'est-à-dire qu'on ne présente pas juste des éléments à des personnes qui seront spectatrices, mais de se dire comment les publics peuvent également construire l'exposition, la façonner en fonction de leur passage et intervenir sur l'exposition elle-même. C'est cette notion-là aussi de l'engagement du corps qui nous semblait aussi assez important et de voir par cet engagement du corps comment on peut susciter justement des émotions et se reconnecter à ce que l'on ressent. Alors évidemment sur les sujets que l'on souhaite aborder, mais plus largement se réaligner, on va dire, dans le quotidien. Et je passe là. Merci Amélie. Alors tous ces projets ont un point commun, c'est qu'ils sont quand même conçus pour des publics. Et donc il nous semblait très intéressant d'avoir aussi le point de vue des publics et d'entendre leurs paroles par votre voix. Donc la Fédération des Amis des Musées rassemble 300 associations, 80 000 adhérents. Elle concerne 350 musées dans 240 villes. Et donc, de ce point de vue-là, à quoi sert l'exposition ? Oui, bonjour. Oui, merci de m'avoir invité déjà. Je suis content d'être ici, surtout après ce temps de confinement qui nous a brimés, ça on peut le dire. Musée fermé, pas d'activité pour les amis, ça a été dur. Ça me rappelle cette introduction de Christophe Pomian dans son livre sur l'histoire du musée. Il dit que le musée, c'est à la fois c'est inutile, indispensable. Inutile parce que c'est pas vital, indispensable parce que si une société moderne qui veut être moderne, elle doit avoir un musée. Et si elle n'a plus de musée, elle va vers sa destruction, puisqu'une société moderne va vers l'avenir. Je trouve que ces mots d'introduction de Christophe Pomian sont tout à fait intéressants dans la période qu'on vient de vivre. Alors vous avez résumé à peu près tout à fait ce que sont les amis de musée. Donc, les amis de musée, 300 associations, on est très répartis sur tout le territoire. On suit pour l'essentiel les musées de France, 300, mais 50 autres musées. Donc si vous voulez, on forme un réseau riche, dense, parce qu'on suit tous les types de musées. Alors on a souvent l'image des musées, des amis de musée, comme étant des mécènes. Parce que l'actualité journalistique, les médias parlent souvent des œuvres achetées ou pour lesquelles les amis de musée à Paris, parce qu'on parle surtout des amis de musée parisiens, ont contribué. Mais les amis de musée, ce n'est qu'un volet. Moi, les 300 associations qui sont avec moi, elles se retrouvent toutes autour de 3 pôles. La première, c'est que nos adhérents sont des passeurs de culture. Des passeurs de culture, de mémoire, mais pour bâtir un avenir. Et on veut être passeur de culture non seulement vers nos adhérents, mais vers le public, et ça, bien sûr, en accord avec les équipes du musée. Le deuxième rôle, qui est tout aussi important, c'est qu'on est là pour promouvoir les musées, localement, très localement s'il le faut, mais aussi au plan national ou au plan international. Tout dépend du type de musée. Et puis le troisième volet, qui est le plus connu, mais que je généraliserai en disant qu'on apporte un soutien au développement culturel des musées. C'est-à-dire que bien sûr, on peut faire du mécénat, et on en fait, mais ça peut être aussi des cycles de conférences que l'on bâtit, un soutien aux propres conférences du musée. Voilà les 3 volets des amis de musée, et pour lesquels, si vous voulez, si maintenant je me regarde par rapport aux expositions, l'exposition, si vous voulez, pour nous, c'est un outil. C'est d'abord un outil pour nous permettre de travailler, pour faire notre mission, bien sûr, et c'est également un support. C'est un support qui nous permet, au-delà d'exposition, d'aller monter des conférences autour du thème de l'exposition et d'aller monter des sorties culturelles, des activités, des amis. Alors, les amis de musée, vous savez ou pas, mais bien sûr, ce sont plutôt des publics retraités, ou jeunes retraités, ou moins jeunes retraités. Soit. Alors, on a décidé de changer ça. Et depuis 2018, on s'est dit, écoutez, puisque nous, amis de musée, on se veut représentant de la société civile et puis participer à la gouvernance des musées, il faut que toutes les générations soient présentes chez nous. Et donc, depuis 2018, on a monté un projet Jeunes Amis pour attirer les jeunes générations, c'est-à-dire les adultes, 18, 30, 35, 40,
les faire venir chez nous durablement. Il se trouve qu'on est tombé à un bon moment parce qu'on est tombé au moment où, je dirais après la mission musée du XXIe siècle, les musées tendent à évoluer. C'est en train ils ont une fonction transverse. Ça devient des lieux exploratoires de nos modes de vie, de nos modes de pensée, de lieux de collection et de recherche. Ça devient des lieux de partage, d'échange, d'innovation. Ce sont des lieux où on prend de plus en plus en compte la position du visiteur. Ça, c'est très important. Et qui va vivre, qu'on espère qu'il va vivre une expérience sensorielle, culturelle. Alors, on a bâti nos jeunes amis, dans ce contexte qui est tout à fait favorable. Et on l'a bâti, si vous voulez, autour d'une idée simple, parce qu'on s'est rendu compte que le cadre des amis de musée est un cadre qui intéresse tout à fait les jeunes générations. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est de venir chez nous, de monter leurs propres activités culturelles. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, venez chez nous, vous pouvez venir à nos visites avec les conservateurs de l'exposition à 14h le jeudi après-midi. Non, montez vos propres activités culturelles, non seulement, bien sûr, aux horaires qui vous conviennent, mais sur le mode qui vous convient. Et on voit bien, si vous voulez, entre les gens de ma génération, qui sont plutôt dans une exposition, dans le souci d'apprendre du savoir et de la transmission de ce savoir, les jeunes, eux, veulent vivre une expérience. Et donc, l'exposition, pour eux, va être un espace très fluide, très dynamique, dans lequel on peut imaginer des rencontres, dans lesquelles on ne va pas forcément faire une visite avec le conservateur, mais avec le scénographe ou avec des artistes. Enfin, on peut imaginer des jeux. Enfin, l'exposition est un espace dynamique qui se prête à, à vivre une expérience pour ces jeunes au sein du musée. Alors, on s'est aussi concentré, si vous voulez, sur ces jeunes, parce qu'on sait qu'au niveau du musée, les musées savent organiser des nuits étudiantes pour faire venir du public jeune, mais il vient une fois, il ne revient que pour ces événements. Nous, ce que l'on veut, c'est que les jeunes deviennent des vrais partenaires du musée sur la durée, sachant que ce ne sont pas des publics, évidemment, captifs. Alors, on a commencé, si vous voulez, il y a 3 ans, on était un peu freiné par la pandémie, ça c'est clair, mais on a à peu près une quinzaine de sections qui commencent à fonctionner dans toute la France, et c'est l'avenir qui est devant nous avec ces jeunes amis. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les 4. Avec vos 4 interventions, il me semble qu'on commence déjà à trouver des réponses, des pistes de réponse à la question à quoi sert l'exposition. Donc j'en ai trouvé 4. D'une part, porter des problématiques qui sont structurantes pour la société. On a parlé des discriminations ou de l'environnement. À générer du positif, du partage, du mouvement, à encourager des mécanismes de pensée plus polysémiques, ou voilà, à autoriser une liberté aussi dans la perception des objets. Un lieu de complexité donc, mais dans le bon sens du terme. Et puis à poser un socle commun, une expérience commune, et donc en un sens à faire société aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, non? Alors, n'hésitez pas. Mais sinon, moi, j'en avais une. À vous entendre, cette question de la polysémie, de la liberté laissée aux visiteurs, de mon point de vue de muséographe, elle me semble à la fois importante et en même temps, est-ce que vous pensez qu'une exposition doit défendre un point de vue? Et comment peuvent s'articuler les deux? Je ne sais pas si quelqu'un est inspiré. Oui, moi, il me semble que c'est plus facile si on a un discours qui est relativement facile à interpréter par un public. Il doit défendre un point de vue. Il a forcément, de toute façon, il y a un point de vue. De toute façon, il aura un point de vue. Donc, il vaut mieux qu'il soit explicite plutôt qu'implicite. Et surtout, ça permet aux autres de le discuter, de le débattre. Donc, accompagner ce point de vue de l'exposition par des espaces de débat, ça me paraît extrêmement bien, pertinent, opportun, voilà. Effectivement, si à partir du moment où il y a un commissariat, on peut espérer que le commissaire a un point de vue et ne se limite pas à mettre des tableaux à côté les uns des autres. Après, il y a une différence entre avoir un point de vue et asséner un point de vue. La difficulté, c'est
que ce point de vue soit partagé, ou en tout cas ouvre à discussion. Et pour cela, effectivement, il ne faut pas l'imposer, parce que si on vous dit ce que vous devez penser, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. Et donc, comment on ouvre cette discussion? C'est évidemment avec des éléments de connaissance, des éléments qui parlent à l'émotion, etc., des éléments scientifiques. Et puis, alors c'était justement sur ce colloque qui est intéressant, c'est il faut accepter que les gens sortent avec un point de vue différent de celui qu'on voulait donner, et puis aussi se méfier des outils, et notamment plusieurs intervenants ont signé qu'en fait la science était finalement à la base du racisme, c'est-à-dire que les critères de définition des races ont été posés par des scientifiques. Donc aussi voir comment se méfier aussi d'une sorte de savoir positiviste. Donc toutes ces questions sont à voir. En fait, sur les questions des points de vue, il me semble qu'à partir du moment où on est dans une culture, quelle qu'elle soit, une société, il y a un point de vue, il y a des éléments qui vont être présentés, qui forgent aussi la manière dont on va porter notre regard sur tel ou tel sujet. Et donc se dire que l'objectivité existe semble peut-être être un peu loin finalement, d'autant plus quand l'on va visiter un musée qui, a priori en tout cas, présente des œuvres à travers une culture passée ou à travers des événements d'actualité ou encore à travers un regard scientifique qui peut tendre évidemment vers une sorte d'objectivité chiffrée et mesurée, mais qui pour autant est toujours analysée à travers un prisme d'une question ou encore une fois d'une posture qui est spécifique. Et donc le fait je rejoins complètement ce qui était dit, le fait de pouvoir poser ce point de vue-là et de simplement inviter les personnes à se poser des questions, sans pour autant imposer le point de vue ou la question nous-mêmes qu'on peut se poser en tant qu'équipe conceptrice, semble assez intéressant. Oui, je dis quelques mots. De notre côté, je dirais visiteurs, enfin je constate, un sondage avait été fait, disait que le public, disons, suivait à 90% ce qui était dit dans des musées. C'est-à-dire que la parole de l'exposition dans le musée est fiable. Alors, ce n'était pas dit tout à fait comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, il y a présentation d'un point de vue, mais en même temps, dans l'exposition, ce point de vue est présenté à partir de beaucoup de faits, de factualités. Je me souviens, par exemple, c'était pour moi très emblématique, une exposition de Barbara Cassin, Après Babel traduire à Marseille, qui est un sujet difficile, en plus à Marseille, avec la population qu'il y a. Mais il y avait une telle présentation de factualité, de faits, que l'exposition était totalement acceptée par les visiteurs. Et on avait des visiteurs, je dirais, pas forcément acquis à ce genre d'exposition, loin de là. Après, comment sont-ils sortis? Ça, c'est autre chose. Enfin, ils l'ont accepté. Et ça, c'est très important. Oui. D'où une grande responsabilité de ceux qui font l'exposition. Si vous nous dites qu'il y a peu de mise en cause de la parole, c'est ça, hein, du concepteur d'exposition. C'est ce qui ressort, oui. D'accord, très bien, merci. En dehors du sondage là, dont vous parlez, il y a eu des travaux, des études approfondies qui ont été faites, en particulier Joël Lemarec a travaillé là-dessus. Hein, et effectivement, les musées ont je ne sais pas comment dire, sont considérés comme étant véridiques, beaucoup plus que l'école. C'est très important, plus que l'université. Donc je pense que nous avons une responsabilité. Alors ce n'est pas l'expo à proprement parler, donc il ne faut pas tout mélanger, mais les expos qui sont présentes dans les musées sont donc aussi affectées, bénéficient en quelque sorte de cette confiance. La parole qui est présentée à travers des dispositifs d'exposition est considérée comme étant la vraie parole. Donc, Très bien, merci pour ce rappel. Alors, il y a des questions du public. On a 2 questions de la salle. La première, c'est une question de Romain Eudes. Les escape games peuvent-ils être des expositions plus adaptées pour la jeunesse? Les escape games peuvent-ils être des expositions plus adaptées pour la jeunesse? Donc, les escape games, ce sont ces jeux qui sont avec des énigmes à résoudre. C'est ça, hein, enfin, il y a plusieurs versions de l'escape game, mais en tout cas, la question de l'énigme à résoudre, je pense, est importante. Oui.
Je peux répondre parce que j'ai été confronté à ça avec mes premiers jeunes adultes. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'était, il y avait une exposition autour de Georges-Henri Rivière, et ils voulaient organiser un Cluedo avec Qui a tué le père dans l'exposition. Ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, mais je veux dire oui, utiliser du point de vue des jeunes générations, utiliser l'espace de l'exposition pour y créer un événement dans l'événement, c'est l'escape game, mais ça peut être le Cluedo, ça peut être ils font également qu'on appelle ça les rencontres rapides, là, on dit maintenant en anglais, les quick, les speed meetings, c'est-à-dire qu'on se rencontre. Ça se développe énormément, ça s'est beaucoup développé en Allemagne, je pense que ça se développera aussi chez nous. Et là, le public jeune est très friand de s'emparer, a envie de s'emparer de ce genre de choses pour le créer. Alors ça peut être fait par le musée lui-même, c'est encore mieux si c'est le public et jeune public qui l'organise dans le musée, à mon sens. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est plus un événement dans l'exposition que l'exposition en soi? Oui, avec toutes les difficultés qui peuvent être posées aux concepteurs d'exposition, aux commissaires, bien sûr. Il faut que ça se fasse en lien avec le musée, bien sûr. En fait, le jeu est un médium très très puissant pour pouvoir mobiliser à la fois l'intellectuel et en même temps le physique, du coup pour faire ressentir des choses. Donc oui, le jeu sous toutes ses formes peut devenir exposition. Après, il faut peut-être aussi se poser la question. Du coup, ce jeu-là, pour présenter quelque chose, parce qu'une exposition, c'est le fait d'exposer une idée, des œuvres ou un sujet. Donc, comment exposer ces choses-là en jouant? C'est vrai que c'est une pratique qu'on n'a pas forcément peut-être très très développée en France, qui est beaucoup plus présente dans les pays anglo-saxons. Ça pose aussi des questions de posture, évidemment, quand on va découvrir un contenu. Le fait d'être actif, on va peut-être mieux retenir certains éléments. Et puis enfin, la dernière chose, il y a la collaboration qui est quand même très très présente dans le format Escape Game, qui du coup vise aussi à se rassembler les uns les autres, à encore une fois faire du commun, et du coup se poser aussi des questions entre nous. De dialoguer en fait entre public d'une exposition, et ça peut être très puissant aussi pour se rappeler des éléments qu'on va avoir découverts et de justement repartir avec quelque chose qui nous aura touché au-delà de quelque chose que l'on aura observé. Non, la dimension ludique est assez intéressante. Et je me souviens une fois, il y a une conservatrice qui vient de San Francisco, convoyeuse, et elle me dit « Oh là là, demain je vais à l'atelier des Lumières ». Je dis « Ah bon pourquoi ?» Elle me dit bah, « Vous avez 5000 visiteurs par jour, c'est quand même quelque chose ». Je dis « Oui, mais vous avez un musée patrimonial avec des tableaux, etc. » Elle dit « Non, mais c'est important parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société avec ça, et il faut en prendre conscience, savoir ce que c'est. Parce que c'est important. Voilà. Et je pense que cette question du jeu, de la dimension ludique, immersive, on peut en penser ce qu'on veut, mais effectivement, c'est une question qui se pose, et ne pas se la poser, ce serait aberrant, quoi. Alors, on a une autre question de Pascal Gobelot. L'exposition est une production... Je voulais juste rajouter un petit truc, parce que moi, je frémis quand j'entends ça. Voilà. Donc, je voulais dire, je frémis. Bon. Parce que je crois que les expositions et les musées, c'est aussi des lieux où on n'est pas forcément là pour rigoler entre copains, même si on sait très bien, on a fait des études là-dessus, hein, qu'on y va pour flirter, etc. Bon, d'accord. Mais bon, donc qu'on connaisse l'atelier des Lumières, mais c'est quand même épouvantable ce qu'ils font. Épouvantable. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers, mais c'est atroce. Moi, c'est tout sauf de l'histoire de l'art, ou c'est pas de l'art, quoi. Voilà. Alors. D'accord. Alors, merci Elisabeth. C'est un débat. On va mettre ça comme chapitre dans le prochain colloque. Alors, la question c'est pas mon modèle. Hein, voilà. La question de Pascal Gobelot. L'exposition est une production culturelle ouverte, mais il en existe d'autres médias de diffusion, les films, les livres, Internet. Comment évaluez-vous la dimension de l'expérience physique dans l'exposition ? Ça, je pense qu'Amélie en a déjà beaucoup parlé, sur l'engagement du corps. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, par rapport, par exemple, au film,
en fait, la différence entre ces différents médiums, c'est la manière dont on va être immergé dans un contenu. Et quand on va regarder un film, l'intégralité de nos sens vont être mobilisés. On va avoir la vue, l'ouïe, le cerveau va être là, etc. Parfois le physique également, parce qu'on va avoir peur, rigoler, mais notre corps n'est pas en mouvement. Dans le livre, c'est notre imagination. Je place les séries avec le cinéma, hein, on est sur le même type de registre. La musique, évidemment, on va être surtout sur l'ouïe. Et en fait, l'exposition, c'est un des médiums qui peut faire en sorte qu'on mobilise l'intégralité de nos sens et en plus mettre en mouvement notre corps. Et a priori, d'un point de vue cognitif, alors j'ai pas le nom des personnes qui ont fait ces recherches-là, mais plus vous allez mobiliser de sens et activer à la fois l'intellectuel et le physique, plus justement vous allez pouvoir vous rappeler certaines choses et faire évoluer des questions, parce que finalement notre cerveau fonctionne en permanence, même quand on va dormir ou quand on va prendre le métro. Et donc les expositions, c'est aussi un peu comme des graines qu'on va planter et qui vont faire émerger des réflexions, des questionnements qui viendront par la suite. Et en ce sens, je pense que vraiment l'exposition a un rôle à jouer, notamment très fort dans la création de récits qui peuvent être inspirants, qui peuvent nous donner envie, comme le cinéma peut le faire. Un grand merci. Je suis désolée, là, on doit passer à la table ronde suivante, mais vous avez été formidable et je propose qu'on les applaudisse. Vous avez été parfait.